Bonjour Patrice Ribaton. Bonjour Alain. Voilà, j'ai le plaisir et l'honneur de vous accueillir pour ce nouveau numéro du podcast by LB Synergie, un rendez-vous presque intime entre nous pour un moment d'échange pendant lequel nous allons évoquer votre parcours d'enseignant en management, expert de l'enseignement supérieur en management du sport, notamment en lien avec le programme AIA, acquisition, idéation, activation, le hub pédagogique que vous avez créé au sein de l'école Kraft 2S à Colombelles, près de Caen. Nous parlerons de votre passion pour le travail. Patrice, vous êtes un forçat du travail, en veille perpétuelle et toujours dans l'analyse intelligente sur les sujets de l'industrie du sport et de son business. Vos interventions attisent l'intérêt des grandes institutions internationales pour lesquelles vous intervenez en tant que consultant et conférencier. Et bien entendu, nous parlerons des jeunes talents à qui vous transmettez vos savoirs. Nous parlons donc de transmission. Mais pour commencer, pourriez-vous vous présenter? Vous êtes qui, Patrice? Je suis Patrice Ribaton, j'ai 57 ans et je suis né donc il y a 57 ans au centre de la France, dans une ville qu'on appelle Bourges, voilà. Donc vous êtes parfaitement un régional de l'État, parce que je rappelle que nous sommes en région Centre-Val de Loire, on échange aujourd'hui à Tours. Ouais. Donc voilà, c'est une voisins. métaphore que j'accepte volontiers, vu nos liens sportifs, oui, Bon. pas de souci. Patrice, vous définissez votre parcours par quelques notions, je cite, celles du réseau, de la formation, de la synergie. Vous évoquez l'agilité, la communication, évidemment qui nous va bien. Vous parlez beaucoup de stratégie, vous parlez d'innovation, d'information, de compétences, beaucoup de transversalité, de partenariat et de travail. Est-ce que vous pouvez développer sur ces valeurs que vous évoquez là? Alors, je m'aperçois que je parle de beaucoup de choses déjà. Ben oui. Ouais, le travail, parce que je pense que j'étais un jeune homme et je suis maintenant un monsieur qui a besoin de travailler beaucoup, d'acquérir une confiance en lui. Donc, j'ai rien trouvé de mieux que de me lancer, de me challenger en permanence par le travail pour peut-être être à un niveau similaire que les autres, que mes congénères. Voilà. Peut-être un doute sur ma compétence, un doute sur mon niveau, un doute effectivement sur ma maturité. Donc, j'ai rien trouvé mieux effectivement de travailler beaucoup. C'est synonyme d'un certain volume de travail, c'est 10, 15, 18 heures par jour souvent, voilà. Mise à disposition aujourd'hui de centres de formation pour lesquels vous intervenez, oui. Et notamment dans la perspective de former les futurs managers du sport de demain. Oui. Vous nous en parlez un petit peu? Oui, je pense que le sport, c'est une pierre angulaire sociale, économique, politique des territoires, de la France, de nos régions, mais aussi une pierre angulaire de la géopolitique mondiale. Ça me paraît être le domaine, si vous voulez, qui lie le plus de gens dans le monde. Ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas la politique, ce ne sont pas les religions, ce ne sont pas les goûts artistiques qui lient les gens. Par contre, effectivement, quand on est dans le sport, quand on est sur les Jeux Olympiques, quand on est sur une Coupe du Monde de football, on voit bien qu'on est sur le lien international. Donc c'est un sujet qu'on ne peut pas ignorer économiquement, politiquement, sociologiquement, humainement. Quel est ce lien effectivement qu'on appelle le sport et qui réunit des gens? C'est une question anthropologique même. Pourquoi l'homme va vers le sport? Pour le regarder, pour le pratiquer. On parle du sport qui se pratique et du sport business, du sport qui se regarde. Mais en tout cas, c'est un aimant d'intérêt effectivement humain. Donc c'est une vraie question. Et qu'est-ce que vous attendez justement de votre parcours d'enseignant dans ces centres de formation, notamment dans la transmission aujourd'hui au niveau des jeunes qui seront demain les managers de nos structures, de nos clubs, de nos comités, de nos ligues, de nos fédérations? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous leur transmettez aujourd'hui? Bon, je pense que déjà le sport c'est une porte ouverte, c'est presque un alibi de la connaissance. Raconte-moi ton sport et je te dirai effectivement, je t'écouterai raconter ta vie, c'est un petit peu ça. Alors la transmission, vaste sujet la transmission. Encore une fois, je pense que
par le focus sport, on arrive à comprendre sociologiquement ce qu'on fait ensemble. Les rapports entre les pays, les rapports entre voisins, les rapports entre gens d'une même ville, c'est tout à fait intéressant. Alors oui, peut-être que le sport, mais c'est un alibi primordial, il est axe de compréhension effectivement de notre vivre ensemble. Le transmettre, c'est aussi un axe effectivement pour aller sur des sujets, sur des domaines qui sont l'économie, qui sont le commerce, qui sont la médiatisation, la communication, le marketing, le vivre ensemble, le management interculturel. C'est une porte d'entrée pour moi. Est-ce que vous pensez, Patrice, que nous sommes arrivés aujourd'hui à une forme de tournant sur la manière dont on doit appréhender le sport? Alors, pas dans sa pratique, mais dans sa façon de le manager, dans la façon de le structurer, dans la façon de le projeter au niveau de son organisation. Oui, le sport, c'est une entreprise humaine, au premier sens d'entreprise. C'est une création effectivement humaine. Et comme on a vu évoluer du taylorisme au fordisme, aujourd'hui un management beaucoup plus collaboratif, le sport doit aussi évoluer vers un participatif, un collaboratif et peut-être même un délégatif, et que les gens qui pratiquent le sport ou qui le regardent finalement ne soient plus des gens que l'on guide, mais ils deviennent les guidés des concepteurs du sport. Je pense que le sport doit appartenir à ceux qui le pratiquent et à ceux aussi qui le regardent. C'est important. C'est le public, ce sont les clients. Et donc, vous savez, quand on veut vendre quelque chose à quelqu'un, je reviens sur une notion un petit peu économique, la meilleure façon de lui demander ce qu'il veut acheter, la meilleure façon de lui demander ce qu'on va lui vendre, c'est justement de lui demander ce qu'il veut acheter. Et là, il s'agit de mettre en œuvre sa réponse d'une façon stratégique et de lui livrer ce qu'il désire. Et là, on parle de marketing, là, on est bien d'accord. On markete le sport aujourd'hui dans une démarche commerciale. On markete le sport dans une démarche commerciale, mais vous savez, on parle de marketing, on pourrait parler aussi de système politique et de démocratie. Aujourd'hui, on peut manager, parce que la politique, c'est un management effectivement de communauté. Demandons au peuple ce qu'il veut et réalisons ce qu'il veut. Peut-être que nous aurions moins, de difficultés de compréhension entre ceux qui managent et ceux qui sont managés si l'on faisait ainsi. Je ne sais pas si l'on irait vers des solutions viables. En tout cas, on irait vers des compromis et une compréhension mutuelle. De quelle sorte on peut envisager ces compromis? On dit généralement qu'un pays qui est sportivement puissant l'est aussi économiquement. Est-ce que c'est quelque chose qui se vérifie de par votre parcours, de votre expérience? Alors, on peut parler de soft power. C'est ça. Vous savez, il y a deux manières d'exister dans le monde aujourd'hui quand on est un pays. Soit on est un grand pays et on a potentiellement un siège à l'ONU et une grosse économie, et on est inclus dans le débat politique international. Et si on est un pays peut-être un petit peu plus modeste, avec une économie un peu moins développée, avec une population d'une densité un petit peu inférieure, eh bien on organise les Jeux Olympiques d'été ou la Coupe du Monde de football. Et là, on a une tribune internationale, la plus grande des tribunes internationales, puisque c'est le plus grand média. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est ce qui unit les hommes. C'est la plus grande audience, ça s'appelle le sport. Et vous intervenez assez régulièrement pour des institutions internationales. Je l'évoquais tout à l'heure dans mon propos en préambule. Aujourd'hui, vous êtes assez régulièrement invité au Maroc pour tenir des conférences. À des sommets internationaux en général, où j'interviens sur le sport, sans jamais parler de sport, mais en parlant des développements socio-économiques et politiques qu'il peut apporter. D'accord. Des choses sont en préparation. Le Maroc a toujours été plutôt volontaire pour notamment organiser Coupe du Monde de football. Est-ce que l'Afrique est prête aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs Afriques. Il y a l'Afrique du Nord, avec un grand pays qui s'appelle le Maroc.
Et bien souvent, nous on est parfois un peu égocentrés, les Français ou les Occidentaux. Et on regarde les pays qui nous entourent en disant nous sommes le centre, que pouvons-nous faire avec eux? Aujourd'hui, on aurait fort intérêt à se remettre un petit peu en cause et à regarder ces pays, ce qu'ils développent. Et je crois qu'on en conclurait que c'est plutôt nous, parfois, qui avons besoin d'eux, d'ouverture, de différence, d'autres propos, d'autres sujets à développer, plutôt que nous en termes d'aide pour ces pays-là. Le Maroc 2030, qui a une Coupe du Monde parcellaire, puisqu'elle sera effectivement organisée en majeure partie par le Portugal, l'Espagne et le Maroc. Vous savez, ça me fait penser à un ancien président de la République, il y a une vingtaine d'années, pour ne pas le citer, Nicolas Sarkozy, qui dans son programme électoral, bien sûr parlait de l'Europe, mais parlait aussi d'une communauté méditerranéenne. Aujourd'hui, effectivement, on voit bien que cette communauté européenne se cherche un avenir et peut-être qu'une extension vers les pays du Sud, notamment chez nos cousins marocains, un peuple qu'on aime bien, un peuple avec qui on a partagé des choses ensemble, serait peut-être une porte ouverte vers une imagination pour le futur, un développement futur des pays. En tout cas, pour le Portugal, l'Espagne et le Maroc, c'est un peu le sujet, plus que le football. Alors justement, par rapport au football, c'est un sujet qui vous est cher. Bien vous sûr. êtes un passionné. Ouais. Qu'est-ce qui vous a rapproché de la balle ronde plus que de la balle ovale, par exemple? C'est un peu une histoire humaine, puisque j'ai eu des grandes difficultés dans ma scolarité jeune, en CP. J'ai connu plusieurs CP de suite, puisque j'avais du mal avec le langage, notamment avec le langage écrit et même avec le langage oral. Or, le langage, c'est la situation de l'homme parmi les autres, dans sa communauté, c'est un codage, c'est une référence. Et finalement, je pense que le football a été un déclencheur pour moi d'appartenir à la communauté. J'appartenais pas à la communauté par l'école, la petite école qui fait le petit français dans sa diversité, la petite française. J'avais du mal par le langage. Et la première fois que je me suis trouvé sur un terrain de foot, j'ai senti qu'on me considérait. Et donc, je me suis senti peut-être redevable toute ma vie, au patrimoine footballistique, en tout cas effectivement au sport, qui m'avait offert une porte ouverte vers une sociabilisation par le langage, tout simplement. C'est ce qui vous a ouvert justement cette porte derrière, Ouais. sur l'envie ensuite d'aller transmettre, de donner à l'autre ce que vous avez appris par vous-même? Oui. L'échec a trouvé une ouverture qui s'appelait le football et le sport, et je me suis dit, peut-être que un des mérites du football, un des mérites du sport en général, c'est peut-être d'essayer de donner à l'autre quelques clés, encore une fois que le sport soit un médium, soit une interface entre l'appartenance sociale et peut-être la singularité de quelques-uns qui ne s'y retrouvent pas dans la communauté. Quand on évoque justement, alors on parle beaucoup de sport, alors qu'on est dans une agence de communication qui travaille sur les sujets en lien avec l'identité de marque, l'image de marque. Quel rapport vous faites justement entre le reflet de l'image du sport par rapport à l'image d'une entreprise? Est-ce que les deux peuvent se rapprocher? C'est la même chose. Alors qu'on s'appelle association, qu'on s'appelle entreprise, et si on est un club professionnel, on s'appelle les deux, on est en contrat entre l'association et l'entreprise. Effectivement, c'est une organisation qui doit être structurée avec un modèle d'affaires. De plus en plus, une association sportive, on la voudrait un peu autonome, vous voyez, dans ces périodes où les pouvoirs publics sont un petit peu en délicatesse avec les subventions. Et pour moi, c'est exactement la même chose. Ce sont exactement les mêmes compétences. La seule différence qu'il y a, c'est que je ne peux pas m'enrichir avec une association sportive. Point barre. Je dois bien sûr faire des bénéfices, mais les réinvestir. Mais vous savez, manager une entreprise, manager un club associatif, je ne vois pas de différence. De la compétence, un projet, un développement, une stratégie, un modèle d'affaires, et voilà, la route est ouverte. Alors moi je vois une petite différence entre le monde de l'entreprise et le monde associatif. C'est-à-dire qu'en général dans l'entreprise, on trouve une équipe, mais une équipe qui est salariée, sous contrat, donc rémunérée.
là où dans le monde associatif, on fait appel à du bénévolat. Quel avenir pour le bénévolat selon vous? Un grand avenir. Le jour où les dirigeants sportifs auront compris qu'un bénévole a des motivations pour rejoindre une association sportive. Et donc ces motivations doivent être assouvies, doivent être récompensées effectivement par les dirigeants. Alors on ne va pas récompenser un bénévole avec un salaire par définition. Par contre, il a des attentes. Pourquoi vient-il rejoindre le club, ce bénévole? Est-ce que c'est par souci d'appartenir à un groupe qu'on va appeler une association sportive? Est-ce qu'il vient parce que finalement il est en recherche d'un réseau professionnel, amical ou autre? Mais voyez, je pense qu'on aurait tout intérêt à questionner nos bénévoles, à s'intéresser à eux. Qu'est-ce qui fait que toi, Pierre, Jeanne, Lucie, tu rejoignes le club? Qu'est-ce qui t'a motivé à venir? Et on verrait que les réponses, ce ne sont pas seulement les sports pratiqués, ce n'est pas seulement l'événement sportif. On verrait qu'on a affaire à plein de singularités, à plein de gens, de femmes et d'hommes qui nous rejoignent pour tout à fait autre chose. Et on l'ignore parce qu'on ne leur demande pas. Et là, on pourrait peut-être travailler pour les fidéliser et peut-être pour en faire venir d'autres bénévoles sur notre association sportive à satisfaire des attentes qu'ils ne nous livrent pas, puisqu'on ne leur a pas demandé effectivement qu'est-ce qui les attirait chez nous. Alors c'est très intéressant ce que vous exprimez là, parce que ça renvoie un petit peu aujourd'hui ce que le monde de l'entreprise est en train de développer, notamment sur sa réflexion en lien avec sa raison d'être. Je veux dire, la raison d'être de l'entreprise, la raison d'être des parties prenantes de l'entreprise. On va parler aussi généralement de la marque employeur. Oui. Donc la marque employeur d'une entreprise, vous avez peut-être certainement quelques mots à nous en dire. Est-ce que la transposition à la marque employeur associative, finalement, on retrouve les mêmes préoccupations? Pour moi, c'est la même chose. On doit travailler sur la motivation du collaborateur. Et vous savez, il y a à peu près 28 millions de salariés en France, 27-28 millions de salariés. On est en baisse. Bon, mais pourquoi on est en baisse? Il faudrait savoir. Ce n'est pas qu'une question d'employabilité et de chômage. C'est parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui préfèrent être indépendants. Pourquoi? On devrait se poser la question. Eh bien, qu'est-ce qui attire dans mon entreprise le collaborateur? 99% des collaborateurs ou des collaboratrices qui rejoignent nos entreprises sont attirés effectivement par un salaire. Mais peut-être qu'il y a un petit pourcentage de collaborateurs et d'entreprises qui est attiré aussi par une culture d'entreprise. Et puis je vais vous dire, on s'entendra pour dire que la majeure partie de nos collaborateurs et collaboratrices sont attirés par un salaire. Ils ne sont pas forcément attirés par leur travail. Par contre, le travail est un moyen de satisfaction d'une motivation. Je vais au travail, je n'aime pas mon travail, forcément. Je vais au travail parce que c'est un levier, c'est un tremplin, c'est un instrument pour peut-être financer mon crédit, parce que je veux m'acheter une maison, peut-être financer les études de mes enfants, peut-être faire le voyage de mes rêves. Alors, je suis toujours un petit peu gêné quand je vois ces managers qui s'entêtent et qui s'essoufflent à expliquer à leurs collaborateurs et à leurs collaboratrices qu'ils font le plus beau travail du monde. Oui, il y a 1% des gens qui sont passionnés par leur travail. On appelle ça des artistes, des musiciens, des footballeurs, ils n'ont pas l'impression de travailler parce qu'ils ont su allier un modèle d'affaires avec leur passion. Mais la grande majorité des gens, s'ils vont à leur travail, c'est pour satisfaire effectivement un moyen qui leur permettra de toucher vraiment leur motivation. On s'ingénue parfois à leur faire accepter, à leur ouvrir les yeux. On aimerait qu'ils nous disent « oui, mon travail, il est super, je rêve de mon travail toute la nuit ». Ils ne rêvent pas de leur travail toute la nuit. Leur travail est un moyen pour satisfaire leurs rêves. Alors, il est entendu que tous les métiers du monde ne sont pas forcément non plus source de plaisir. Et pourtant, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer, Patrice, qu'on peut trouver du plaisir aussi dans sa façon d'envisager et d'appréhender son travail. Ouais. Comment ça se développe? Est-ce que c'est aussi en prise de conscience de sa responsabilité vis-à-vis d'un environnement, d'une société sur le plan de la structure, mais de la société sur le plan social du terme? Je pense que c'est culturel. Vous savez, c'est marrant parce que le travail, si on reprend à la base la genèse
La Bible, allons-y, c'est un châtiment. Le travail, c'est un châtiment. Comme le dit Comte Sponville, philosophe contemporain bien connu, dans une maternité, la salle de travail, c'est pas une salle où on prend du plaisir, c'est une salle où encore souvent aujourd'hui, on souffre de façon atroce pour mettre au monde effectivement la vie, un enfant. Le travail, dans notre culture, c'est pas du plaisir. Alors peut-être qu'il faudrait travailler sur le sujet, non pas pour métamorphoser ce qui n'est pas du plaisir depuis des millénaires effectivement en plaisir, le transformer, mais pour dire par le travail, je vais arriver effectivement à un accomplissement, à grandir, à me prolonger. Je pense que vendre le travail aujourd'hui à son premier client, qu'est son collaborateur finalement, eh bien, c'est peut-être effectivement l'écouter. L'écouter. Qu'est-ce que tu fais que tu es venu me rejoindre dans mon entreprise ? 99% nous diront pour le salaire, pour gagner ma vie. Qu'est-ce qui ferait que tu gagnes ta vie en prenant du plaisir à la gagner parce que tu passes la majeure partie de ton temps dans le labeur, dans l'ouvrage, dans le travail ? Écoutons-les. Et je pense que déjà on a bien évolué depuis... Il y a une rupture, 1968, 1970, alors en France on va toujours un petit peu plus lentement que les anglo-saxons ou que les américains, mais on a bien avancé. Vous voyez, aujourd'hui le travail directif il est inacceptable, sauf peut-être dans l'industrie productive où là on ne va pas commencer à réfléchir, il faut produire, on a un volume, on a signé pour ça. Mais on n'est plus dans l'industrie en France, on peut le regretter, c'est un autre sujet. On est plutôt dans les services. Qu'est-ce qui ferait effectivement que mon collaborateur ou ma collaboratrice effectivement prenne son travail à bras le corps en essayant de se réaliser dedans ? Posons-leur la question. On aura des réponses farfelues. Ne retenons pas les réponses farfelues, mais peut-être que viendront aussi quelques réponses très précieuses qui nous aideront, nous, dans notre métier de manager, à mettre au point des choses, des leviers, à répondre positivement à des attentes. Ah, si je pouvais m'éclater dans mon travail, ça serait bien. Comment ferais-tu pour t'éclater dans ton travail, dans notre environnement que nous partageons, toi et moi ? Est-ce que justement, s'éclater dans son travail, c'est pas en passant par la définition de cet esprit d'équipe qu'on peut retrouver potentiellement dans le sport, mais on l'a vu aussi que parfois cet esprit d'équipe était dénaturé ou bancal parce que c'était pas bien agrémenté, je dirais, des bonnes personnes aux bonnes places. Est-ce que l'entreprise, où on évoque la notion de service, c'est-à-dire de service à client, mais en interne, considérons que chaque collaborateur est client d'un autre. Ça passe peut-être par là ? Chaque collaborateur est client à un autre et comme vous dites, si chaque collaborateur est client d'un autre, il est cooptateur. Et quand il sort à 17h, à 16h30, à 18h, ou pour certains bien plus tard de son entreprise, il est le premier vecteur de communication de l'entreprise. C'est lui qui, le soir, autour de la table familiale ou le dimanche avec des amis, va dire « Ah mon entreprise, elle est géniale » ou alors « Ah là là, qu'est-ce que je m'ennuie dans cette entreprise, elle est invivable ». Donc oui, je pense que le recrutement dans une entreprise doit suivre un axe. On doit prendre des gens complémentaires. Je pense que au risque effectivement de ne pas prendre des gens très divers, en tout cas on doit sélectionner des collaborateurs ou collaboratrices qui ont des points communs et qui ont des points d'attachement pour créer le projet commun, du moins pour le faire vivre et le développer. Le recrutement, vous voyez, ça me paraît presque plus important que donner du travail au quotidien. Si j'ai recruté la bonne équipe, peut-être que cette bonne équipe va être capable de se mettre en marche avec mon impulsion, mais peut-être en marche un peu toute seule, va devenir autonome. Et en tout cas, plus que le travail, je vais trouver un attachement humain à faire partie de cette équipe. Oui, c'est intéressant le recrutement. Cette relation humaine est très très importante. Nous aussi, on dit dans l'esprit de la communication que communiquer, c'est mettre en commun. Oui. Là, c'est exactement ce que vous êtes en train d'exprimer. La mise en commun
et là je reviendrai à ma notion aussi de transmission, des missions d'émetteurs et de récepteurs, il faut que le langage soit là et parfaitement perceptible. Ouais. Est-ce qu'on peut parler justement de cette notion de langage entre l'émetteur et le récepteur? Alors, je pense que le manager, son métier, c'est pas forcément la compétence métier. Son métier, c'est l'homme. Le manager, c'est celui qui, dans l'entreprise, est au service de l'autre. Et être au service de l'autre, c'est comprendre sa langue. Et peut-être que j'ai 20 collaborateurs, peut-être que j'en ai 60, peut-être que j'en ai 3, mais en tout cas, plus que sur leurs compétences, parce que je les ai recrutés, parce qu'ils possédaient un savoir-faire. Mais maintenant, comment mettre en œuvre ce savoir-faire, sinon effectivement en décodant le langage auquel ils adhèrent, qui les fait fonctionner, qui les met en dynamique. Ouais, je crois que c'est vraiment ça, manager, c'est décoder le langage. Et si on peut avoir un langage commun, c'est bien, parce qu'on va aller vite et on va faire un travail positif en commun. C'est tout le pari, vous voyez, d'un management qu'on appelle le management interculturel. Des gens divers, oui, c'est essentiel, les gens divers. Les gens divers, ils apportent chacun effectivement des particularités. La diversité est une richesse. Personne n'oserait remettre ça en doute. Les gens qui remettent ça en doute, c'est des gens qui nous prennent un peu pour des imbéciles, si vous voulez. Mais accorder cette diversité à un projet compris par tous, parfois un projet unique, commun, de mise en commun, c'est là où est le challenge du manager, le vrai challenge du manager. Le manager, ce n'est pas un spécialiste du métier. Là, il y a quelques années, dans une grande entreprise, prenons une grande entreprise, prenons Peugeot, prenons Citroën, prenons Renault. Est-ce que le président directeur de Renault, de Citroën ou de Peugeot, c'est le meilleur carrossier ou le meilleur motoriste du monde? Non. C'est quelqu'un qui sait mettre les hommes et les femmes en action homogène, j'allais dire. Alors là, on est dans le secteur industriel de l'automobile. Ça, c'est, selon vous, vrai pour tout type d'entreprise, petite, grande? Non. Comment on devient manager, Patrice Ribaton? Est-ce que c'est quelque chose qui est... C'est un métier en soi. C'est un métier, c'est induit, où ça s'apprend? Ouais, non, moi je crois que c'est pas... Alors, on peut avoir des capacités un petit peu génétiques, avoir un ADN de manager, ça suffira pas, il faut l'apprendre, c'est une compétence. Il y a des gens qui sont faits pour manager parce que je pense qu'il y a des... Le manager, il sait s'oublier. Le mauvais manager, il est sur la photo, il est même devant ses collaborateurs. Et parfois, le bon manager, il a oublié de venir sur la photo, ou en tout cas, il est derrière ses collaborateurs. Je pense que le manager, c'est un capitaine d'équipe. C'est quelqu'un qui défend ses femmes et ses hommes, mais sans prendre la première place. C'est quelqu'un qui sait en tirer parti et les mettre en évidence, les élever. C'est un leader, tout simplement. Le manager est un leader, pas forcément un leader technique, mais un leader du bien-être des autres. Vous avez un exemple à citer comme ça, une personnalité qui vous vient, qui pour vous, sans parler de manager idéal, mais... J'ai pas sorti manager idéal, ça me paraît compliqué. Parce que ça exclurait plein de types de management qui ont certainement des qualités en mettant un idéal. Vous savez, on parlait football tout à l'heure. Et on parle souvent de la sélection de Didier Deschamps ou d'un autre entraîneur en disant oui, on ne comprend pas sur la feuille de match, il a mis tel ou tel joueur, alors que tel ou tel joueur, il y a quand même meilleur que lui. Eh bien oui, voilà parfois des capitaines de vestiaire, voilà parfois des gens qui sont des leaders muets pour le grand public, parce que ce ne sont pas des leaders de jeu, des leaders techniques, ce sont des leaders humains, ce sont des leaders qui vont dire les mots justes, qui dans un vestiaire, qui à un moment précis du match, vont pouvoir être le relais parfait du manager, même s'ils ne sont pas les meilleurs sur le terrain. Et je pense que on est trop peut-être sur une performance premier degré, résultat, et on oublie des incarnations de personnes, des images, des compétences qui sont vraiment plutôt sur les soft skills. On a voulu ériger un petit peu les hard skills comme si elles étaient les compétences métiers effectivement primordiales. Je pense que quand on raisonne groupe, quand on raisonne communauté, bien sûr que les compétences métiers, les hard skills, sont primordiales. Mais que sont les hard skills s'il n'y a pas les soft skills, s'il n'y a pas effectivement le vivre ensemble, s'il n'y a pas effectivement la personne peut-être qui va être au service des autres parce qu'elle aime au service des autres. On appelle ça l'égaiver, celui qui donne à l'équipe.
On bâtit une équipe avec des givers, pas avec des génies, avec des gens qui donnent aux autres, des gens qui sont la sauce, le liant. Et je pense que c'est primordial. Après, on peut avoir des spécialistes. Mais vous savez, si on réunit des spécialistes, on n'a pas une équipe, on a des experts, on a des silos. On a vu ça avec une grande équipe de football dans la capitale française. Pendant 10 ans, on a réuni des capitales immobilisées, effectivement, au bilan du club. Ça donne une marque mondiale, mais ça n'a pas donné de trophée européen. Et là, on commence à voir une équipe, des gens peut-être moins experts, mais des gens en devenir, des gens qui jouent les uns avec les autres, des gens qui ne s'oublient pas, qui ont brisé les silos et qui ont compris que le projet commun n'adviendrait que par effectivement la compatibilité et l'envie de donner à l'autre. Si vous avez 11 garçons ou 15 garçons ou 15 filles ou 11 filles sur un terrain, vous pouvez prendre les meilleurs du monde. Il n'y aura pas de performance s'ils ne sont pas ensemble. Par contre, et c'est toute la magie par exemple de la Coupe de France, vous prenez la petite équipe, mais la petite équipe, pas un ensemble d'experts. Je parle bien d'équipe, je parle de cohésion. Eh bien, vous pouvez avoir des surprises et puis vous pouvez battre la grosse équipe d'experts peut-être. Alors il y a un nom que vous avez, un mot que vous avez utilisé là, dans votre propos à l'instant même, c'est l'envie. Ouais. N'est-ce pas là une source intarissable derrière de développement, de performance, de succès, Oui, l'envie, c'est le moteur. Vous savez, j'étais tout à fait surpris parfois, j'ai pu travailler avec des sportifs de haut niveau et ils me répondent à peu près la même chose. Souvent, beaucoup m'ont dit, dans le sport collectif, j'ai jamais eu d'adversaire. Mon propre adversaire, ça a toujours été moi-même. Et puis il complète en disant, ça ponctuera ce que je disais avant, j'ai toujours joué pour les autres et jamais pour moi, parce que je savais que la réussite des autres serait la mienne. En tout cas, l'envie, pour revenir à votre question, c'est évidemment la dynamique, c'est la batterie, c'est le moteur. Si je n'ai pas d'envie, comment puis-je performer ? Comment, même sans parler de performance, puis-je être utile à l'autre qui travaille à côté de moi ? J'occupe une place qui n'est pas la mienne si je n'ai pas d'envie. Alors si je n'ai pas d'envie, ça veut dire que je suis peut-être dans le mauvais contexte. Si j'étais dans un autre environnement qui me conviendrait mieux, là j'aurais de l'envie. Peut-être je me suis trompé de chemin. C'est très difficile. Qui peut se connaître, surtout quand on est jeune ? À un certain âge, on commence effectivement à se connaître un petit peu, mais on ne se connaît jamais entièrement, on peut avoir des surprises. Mais le jeune qui arrive dans tel contexte d'enseignement, dans tel contexte d'entreprise, peut-être il n'est pas dans le bon contexte. Je crois que c'est Einstein qui disait mettez un oiseau dans un bocal ou un poinçon rouge sur un arbre et vous rigolerez de lui. Ben oui, ce n'est pas son contexte. Alors que le bon élément dans le bon contexte, ah ben là il va s'éclater, il va s'accomplir et il va donc être utile à tous. Parce que, évidemment, la réussite, elle n'est jamais singulière. La réussite singulière, c'est l'apanage des idiots. Qu'est-ce que je ne suis que par l'autre ? Qu'est-ce qui me définit ? Qu'est-ce qui définit mon travail ? Qu'est-ce qui définit ma singularité, mon identité ? C'est bien vous qui êtes en face de moi. Parce que si j'étais en face de moi-même devant un miroir, comment pourrais-je me définir ? Ce qui fait dire à Pascal, quand je me regarde, je ne m'aime pas, et parfois quand je me compare, je m'aime bien. Soyons aussi heureux avec nous-mêmes, mais c'est l'autre dans le projet commun, l'autre dans l'entreprise, l'autre dans l'équipe de sportive. Alors là, on est en train, on parle justement de cet élément aussi de transmission, cet élément de partage. Moi, ce qui m'intéresse aussi, et on va revenir aussi à cet élément essentiel, qui est votre actualité aussi du moment, c'est votre métier. Alors, je vais reprendre finalement un terme que vous utilisez, que nous aussi on utilise dans notre métier, c'est la notion de design. Vous êtes un designer de l'enseignement supérieur, oui, notamment sur le management du sport. Vous avez créé un programme spécifique au sein d'une école qui est une petite école, mais privée, indépendante, qui s'appelle… Une école agile. Oui, voilà, CRAF 2S à Colombelles, je le disais dans mon propos initial. Et vous avez créé un programme acquisition, idéation, activation, qui s'inscrit finalement dans une culture d'accuvation. Ouais.
expliquez-nous un petit peu, parce que nous, enfin, on est un peu les béotiens. Qu'est-ce que ça veut dire, Patrice? Acquisition, c'est apprendre. C'est apprendre des compétences. Là, on est vraiment sur les hard skills, mais aussi sur les soft skills. On est sur la relation. La compétence ne suffit pas, on l'a montré tout à l'heure. Et puis, l'idéation, c'est qu'à un moment, vous savez, on est l'être vivant qui a le plus gros cerveau. Donc, il va falloir qu'on s'en serve. Et donc, il ne s'agit pas d'apprendre et de faire un petit peu la méthode du perroquet pour répliquer. Il faut apprendre, il faut intégrer, il faut digérer tout cela pour créer. L'objectif n'est pas de créer pour créer, l'objectif notamment en économie est de créer pour se différencier, parce que nous sommes bien souvent sur des marchés où il y a des concurrents. Donc si je me différencie, ce n'est pas pour me faire plaisir, c'est pour exister sur mon marché. Et je me différencie parce que veulent mes cibles, pas parce que je me suis levé un matin, je me suis dit on va faire ça, je suis sûr que ça va fonctionner. Là c'est terrible. Ça part d'un bon sentiment, mais avant tout, j'aurais dû faire une analyse de marché pour savoir ce que voulaient mes clients. Et puis, le dernier A, après le A d'acquisition, le I d'idéation, bien vient le A d'activation, parce que à quoi sert une école si elle n'est pas la première porte vers la réalité active du marché, du développement commun? C'est ça le marché, qui nous permet, vous, moi, de manger tous les jours, de nourrir nos enfants, d'avoir des écoles, etc. Et beaucoup de services publics en France que nous envient beaucoup d'autres pays. Donc, activer, créer de la valeur. Ça veut dire que si aujourd'hui, je suis une école qui donne des diplômes, eh ben, je ne sers pas à grand-chose. Du moins, j'ai fait la moitié du chemin. Le diplôme, c'est le permis de conduire. Ouais, vous et moi, on connaît des gens, et on ne le dira pas ici, mais qui n'ont pas le permis de conduire et qui conduisent très bien, et voire mieux parfois, on ne le dira pas, mais que des gens qui possèdent le permis de conduire. Donc je pense que le diplôme ne suffit pas. Il faut offrir l'opportunité aux étudiants de se confronter au marché. C'est l'activation. Voilà. Et la notion d'accuvateur également, cet espace finalement que vous créez. Alors on verra de par sa définition, mais accuvateur avec un K, la définition... c'est activation. On a remplacé le C par un K. On s'est dit que ça donnait un côté grec. Et puis, vous savez, il y a un mot qui m'est tout à fait... que je trouve tout à fait important dans le langage grec, c'est le kairos, le moment opportun. Donc, incubateur peut-être, mais aménager ce terme incubateur en le remplaçant par le terme accuvation avec un K, ça veut dire que cette idée et l'activation vient aussi au bon moment. Vous savez, le drame des gens qui ont beaucoup d'idées, c'est bien souvent d'être en avance sur ce que veut le marché. Et nous, on veut être en phase, effectivement, par des études, et donc que ce kairos, au sens grec, le moment opportun de l'action, soit présent au milieu du terme d'accuvation. J'ai vu récemment, Patrice, un dernier travail, un de vos derniers travaux d'études, notamment, enfin vous l'avez exprimé en étant la révolution copernicienne et holistique. Et là, en l'occurrence, je parle de l'intelligence artificielle. Alors, on n'a pas beaucoup de temps pour développer le propos, mais en quelques mots. Je pense que nous sommes devant peut-être la révolution majeure de l'humanité depuis qu'on qualifie effectivement l'être humain d'humain, c'est-à-dire grosso modo 3 millions d'années. Il est apparu quelque chose au niveau du grand public, c'était en 1997, même si l'intelligence artificielle remonte aux années 40, les premières études. C'était de la science-fiction. Mais on avait oublié que dans le terme science-fiction, il y a le terme science. On a oublié que tout ce qu'on peut imaginer, on le tire d'une réalité. Qu'on découpe, qu'on recompose, qu'on mélange, c'est ça la fiction. Donc, tirer la fiction d'une réalité, ça veut dire que cette fiction sera possible un jour ou l'autre, nous y sommes. Et en 97, révélation auprès du grand public, puisque Kasparov, le grand champion
Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il est battu par une machine qui a été conçue par l'homme. Kasparov, Patrice, champion d'échecs. Oui, Kasparov, champion d'échecs, qui avait d'ailleurs gagné la première partie en 96 contre Deep Blue, machine d'UBM. Revanche en 97, il perd. Il perd contre une machine autonome finalement. C'est un peu la révélation grand public de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle aujourd'hui a bien évolué. On parle d'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire qu'elle est capable effectivement de répondre à des problématiques. Et ça c'est nouveau parce qu'on en parlait aujourd'hui, depuis Internet, 1990, premier site Internet 1991, 1995, 20 000 sites Internet, aujourd'hui entre 2 et 3 milliards de sites Internet, eh bien nous allions chercher de la data, de l'info. On tapait un mot, on tapait une thématique et on avait 300, 400 items qui ressortaient effectivement, documents sur lesquels on pouvait approfondir un sujet. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est pas ça. C'est poser une question et avoir, en un laps de temps hyper réduit, des solutions précises à notre question. C'est-à-dire, et peut-être avoir une problématique et que l'intelligence artificielle nous la résolve. Alors effectivement, c'est une révolution incroyable parce que nous allons vers des équations, des mises en évidence de par l'intelligence artificielle que l'homme n'a pas mis encore en évidence. C'est de la projection, c'est beaucoup de choses. Au niveau médical, vous voyez, je regardais quelque chose. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, en 2025, elle est capable de résoudre, de diagnostiquer à hauteur de 16% mieux qu'un radiologue, une radio. C'est-à-dire de déceler ce qu'un radiologue n'aura pas vu et de le faire effectivement dans un laps de temps inférieur à 16% que le diagnostic du radiologue. Bon, c'est une révolution totale. Et puis on en est qu'à l'intelligence artificielle générative. Parce que derrière, il y a ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, la super intelligente. Et là, c'est problématique parce que l'intelligence supérieure, sur laquelle les chercheurs sont en train de travailler, qui est bien autre chose que ChatGPT, eh bien, elle est autonome. C'est-à-dire qu'il ne suffira plus, alors c'est un peu Frankenstein, hein, le mythe de Frankenstein, il ne s'agira plus d'appuyer sur l'interrupteur si on veut la couper, parce que potentiellement elle aura l'équation pour ne pas être coupée, même si on veut la couper. Bon, est-ce que, avant de passer à cette conclusion, parce que là, pour le coup, on pourrait repartir dans une dimension qui ne serait même pas la 6e ou la 7e, on est bien plus loin. C'est un élément aujourd'hui incontournable de ce que pourrait être le management de demain. Ouais, c'est le management augmenté. Déjà, on parle aujourd'hui du management augmenté. C'est-à-dire que je pense que le manager, aujourd'hui, il ne se concentre plus sur la compétence. Justement, il va peut-être avoir du temps grâce à l'intelligence artificielle qui, elle, va se concentrer sur les résultats, sur les compétences, sur l'expérience. Il va pouvoir se concentrer sur le bien-être de son vis-à-vis, de son collaborateur. Donc sur le côté un petit peu soft skills, relationnel. Ouais. Maintenant, vous savez, on est face à un choc de civilisation puisque certaines agences internationales nous prévoient d'ici à 2030, hein, c'est demain, c'est dans 5 ans, 385 millions de chômeurs dans le monde en plus. Ben oui, l'intelligence artificielle va pouvoir remplacer des collaborateurs. Alors nous, managers, on se dit c'est bon, on tient le bon bout. Ouais, mais l'intelligence artificielle va pouvoir manager mieux que nous. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, on va aller à la pêche à la ligne. Revenu universel, vous voyez, revenu universel, la conception du revenu universel qu'ont déjà expérimenté certains pays du Nord riches. Certains pays du Nord qui ont les moyens de verser effectivement une rente mensuelle à des gens qui ne travaillent plus. Ça nous pose un problème parce que des pays qui sont en dette ne peuvent potentiellement pas financer ce revenu universel pour aider des gens qui n'ont pas de travail à vivre normalement.
voyez, nous sommes dans un choc social et économique. C'est ce qui fait que aujourd'hui, et ça sera avant d'arriver à notre conclusion, qu'aujourd'hui, la génération des jeunes que nous sommes en train de former ont du mal à se projeter dans un avenir à faire des enfants. Ouais. C'est large débat, mais on comprend bien un peu tout ça. Donc, merci Patrice de cet échange. C'est pas tout à fait terminé parce que vous êtes joueur, Patrice ? Absolument. Voilà, donc on va faire un petit jeu très, très rapide où le maître mot de ce jeu, c'est la spontanéité. C'est simple, je vais vous proposer à chaque fois deux termes, deux mots, donc deux choix. Il faut rapidement, de manière spontanée, choisir un mot. S'engager alors. C'est du tac au tac, vous vous engagez. Donc on commence, on peut commencer ? On y va. Allez, c'est parti. Jour ou nuit ? Jour, Été ou hiver ? été, Randonnée ou plage ? randonnée, Foot ou rugby ? foot, Platini ou Zidane ? Zidane, Casanier ou aventurier ? aventurier, Transmettre ou recevoir ? recevoir, Intelligence de l'esprit ou intelligence artificielle ? les deux, mon capitaine. Écrire ou lire ? Lire, Passé ou avenir ? avenir, Sport ou passeport ? Voyage ? voyage, Copernic ou Elon Musk ? Copernic, Ville ou campagne ? ville, Joyeux ou ronchon ? ronchon, Télé ou cinéma ? cinéma, Maria Callas ou Serge Gainsbourg ? Serge Gainsbourg, Allez, course à pied ou pétanque ? course à pied, Et le dernier, plaisir ou plaisir ? plaisir, Voilà, merci sans Patrice. hésitation. Merci, Voilà. merci Alors, à vous. Merci pour ce petit jeu, mais malgré tout, je ne peux pas résister avant de vous libérer de cet échange. Est-ce que vous pouvez extraire finalement de vos valeurs, 3 valeurs essentielles qui pour vous déterminent votre parcours ? Le respect, l'incertitude et oser. Eh bien, on va oser l'avenir avec vous, Patrice Ribaton. Merci beaucoup de cet échange. Merci. Au plaisir. À très Merci bientôt. Alain, merci à vous.